Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler des tops et des flops des joueurs sur l'année 2025. On va découper la vidéo en deux parties, les tops et les flops. Ce classement n'est bien évidemment que mon avis, alors n'hésitez pas à donner votre top et votre flop dans les commentaires. On commence évidemment par Jannik Sinner, parce que sa saison 2025 c'est presque un jeu vidéo. Sinner tourne à plus de 70 victoires pour 10 défaites, avec un bilan autour de 73 victoires, 6 défaites exactement, et une saison remplie de titres. On peut compter 2 grands chelems et le Master en fin d'année. Il finit l'année tout proche d'Alcaraz au classement numéro 2 mondial, avec plus de 11 000 points. Donc vraiment au coude à coude pour le trône avec Alcaraz. Niveau impact au classement, il confirme complètement son statut d'immense patron du circuit, et il installe clairement le duel Sinner-Alcaraz comme à la grande époque avec Federer et Nadal, comme la nouvelle rivalité du tennis mondial. Pour 2026, le potentiel est simple. S'il tient physiquement, on parle d'un joueur qui peut viser 3 à 4 titres majeurs par an, et surtout, il a montré qu'il savait gagner sur toutes les surfaces, dur, gazon, terre, c'est un énorme pour la suite. Juste derrière, ou plutôt juste devant, c'est Carlos Alcaraz. Alcaraz termine la saison avec un bilan monstrueux, autour de 71 victoires et 9 défaites pour 8 titres, dont Roland Garros et l'US Open. Il finit numéro 1 mondial avec plus de 12 000 points, ce qui le place dans les plus grosses saisons de l'ère mondiale. Au niveau du classement, il consolide son statut. Deuxième année où il finit numéro 1, même s'il a été devancé cette année par Sinner, en fin d'année c'est toujours lui qui est numéro 1 mondial. Il met la barre très haut pour la génération suivante. Pour 2026, clairement le potentiel c'est de continuer d'écrire une saison à la Djokovic à l'ancienne, dominer les Masters, rester injouable en deuxième semaine de Grand Chelem et maintenir la rivalité avec Sinner au sommet. On enchaîne avec un joueur que j'adore et qui fait une saison ultra solide, c'est Alex de Minaur. En 2025, il tourne avec 49 victoires pour 21 défaites, avec des résultats réguliers partout, un quart de finale à l'Open Australie chez lui et un titre en ATP 500 à Washington où il sauve 3 balles de match en finale. Côté classement, il revient dans le top 10 autour de la 7e place mondiale après une période compliquée et des blessures en 2024. Pour 2026, ce qui est intéressant, c'est qu'il a montré qu'il pouvait battre des top players sur toutes les surfaces et qu'il est beaucoup plus agressif qu'avant. On peut vraiment l'imaginer aller chercher au moins une finale de Grand Chelem, en tout cas une demi-finale, s'il tombe dans le bon tableau, bien évidemment. Personnellement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est un joueur que j'adore. Il a une excellente capacité à lire le jeu de l'adversaire et du fait qu'il est en plus très mobile sur le terrain, c'est un joueur très compliqué à déborder. Félix Auger-Aliassime, les amis, mon Félix, parce qu'il est de retour en 2025 et c'est un joueur que j'adore également. C'était une vraie storyline d'ailleurs cette saison. Son bilan, 50 victoires, 24 défaites et surtout 3 titres, Adélaïde, Montpellier et Bruxelles. Une demi-finale à l'US Open, une finale à Paris-Bercy et il termine 5e mondial. C'est un énorme comeback et j'en suis vraiment content. En gros, il est passé d'un joueur qui avait perdu confiance à un mec qui rejoue comme un vrai top 5, qui gagne de gros matchs contre de top 10. Pour 2026, si son service reste constant et qu'il continue à mieux gérer la pression, il peut clairement viser un premier grand chelem. À mon avis, il a le jeu pour gagner en indoor, mais aussi pour faire très mal. Ben Shelton, les amis, place au showman du circuit. En 2025, c'est 40 victoires, 24 défaites, avec un gros début de saison, demi-finale à l'Open d'Australie. Bon parcours en Master 1000 et surtout un premier titre en Master à Toronto. Il finit l'année dans le top 10 avec un pic à la 5e place mondiale. Côté classement, c'est énorme. Il s'installe officiellement comme l'un des leaders de la génération américaine avec Fritz et Paul qui sont un peu en retrait. Pour 2026, tout dépend de 2 choses. Son physique, il a eu plein de pépins à l'épaule en fin de saison, et sa capacité à stabiliser son niveau sur l'année. Si tout va bien normalement, il a clairement le profil pour gagner d'autres Masters et viser une demi-finale, voire une finale en Grand Chelem. Alexander Bublik, un joueur que j'adorais, mais beaucoup trop fantasque et qui prenait le tennis beaucoup trop à la légère. C'est encore une fois une énorme story en 2025. Là où on le voyait d'ailleurs comme par magie faire des coups un peu sensationnels, mais toujours un peu en dilettante, tout le monde le voyait un peu comme un génie, mais toujours irrégulier. En 2025, il sort une saison très sérieuse, environ 37 victoires pour 22 défaites, 4 titres et un classement autour de la 11e place mondiale, son meilleur classement en carrière. Niveau classement donc, il passe du statut de beau joueur fantasque à celui de joueur qui pèse vraiment sur le circuit.
Pour 2026, le potentiel est encore énorme. Si mentalement il reste encore impliqué, il reste sérieux comme il a fait cette année, et avec son service et son toucher de balle, il peut encore gagner des 500, voire s'il y a un gros coup en gazon, voire à Wimbledon. Comment parler des tops et des flops de l'année sans parler du top avec Valentin Vachereau? C'est une belle surprise de l'année 2025, surtout sur la fin d'année, et on doit absolument le citer. Son bilan tourne autour de 21 victoires, 11 défaites sur le circuit principal, mais surtout, il gagne les bons matchs. Grosse saison de Master 1000 avec un run à Monte Carlo et une très belle campagne à Shanghai. Et il passe bien sûr d'un classement obscur en dehors du top 100 à une entrée dans le top 30 avec un pic autour de la 30e place mondiale. C'est le parfait exemple du mec qui optimise tout, calendrier intelligent, gros résultats sur quelques semaines, et ça paye directement au classement. Pour 2026, la question sera, est-ce qu'il peut tenir ce niveau toute une saison et progresser contre des top 20? Mais clairement, on peut le revoir se faire une place comme un seed régulier en Grand Chelem. J'ai envie d'aborder Thiem dans ce classement, parce qu'on parle souvent de Fonseca, mais moins de Thiem. On passe à un nom un peu plus excitant donc, et en 2025, il sort environ 32 victoires pour 23 défaites. Mais attention, il commence l'année autour de la 112e place mondiale, 122 pardon, et il finit dans le top 30 avec un pic vers la 28e place mondiale. Il gagne son premier ATP en France, à Metz, et fait un 8e de finale à l'Open d'Australie. Et surtout, il a un bilan très positif contre les top 10 autour de 5-3 contre ces types d'adversaires. Côté classement, c'est un bond absolument énorme, plus de 90 places gagnées en une saison. Pour 2026, c'est simple. S'il continue à gêner les top 10 comme ça, on peut le voir rentrer dans le top 15 assez vite, voire se mêler à la bagarre pour les Master 1000 sur dur. J'en parlais juste avant, Joao Fonseca. J'ai fait une vidéo sur la chaîne lui étant dédiée et il faut obligatoirement bien sûr parler de lui en tant que top. C'est un phénomène brésilien et en 2025, son bilan est autour de 33 victoires, 15 défaites et surtout, il coche toutes les cases du Breakout Year. Il démarre l'année hors du top 100, il bat André Rublev au premier tour de l'Open d'Australie, il gagne un ATP 250 à Buenos Aires, un ATP 500 à Bâle et il termine autour de la 24e place mondiale. En termes de classement donc, c'est une ascension fulgurante, il devient numéro 1 brésilien et rentre dans le top 30. Pour 2026, s'il gère bien la pression et à mon avis, il va savoir le faire, il peut très bien devenir un joueur ultra agressif et à mon avis faire des demi-finales en Master, voire en Grand Chelem. Pour les flops, on va commencer avec Stefanos Tsitsipas. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne qui a plutôt bien marché. En 2025, on a une saison très moyenne pour un joueur de son calibre, autour de 30 victoires, 35 défaites. Aucun gros titre, des sorties précoces en Grand Chelem et en Master 1000. Sur l'impact sur le classement, là où il était solidement installé dans le top 10, il glisse vers la 20e place mondiale. Pour un joueur qui a déjà joué des finales en Grand Chelem, c'est clairement une régression. Pour 2026, le potentiel reste là à mon avis. Son jeu est complet, mais il faudra un gros reset mental, plus d'agressivité, moins de passivité en fond de cours, et surtout retrouver sa confiance sur dur extérieur et avoir un entourage au niveau de son coach stable. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, Alexander Zverev. Alors oui, statistiquement, Zverev a fait encore une saison solide. Plus de 50 victoires pour autour de 20 défaites. Et il reste bien évidemment dans le top 5 mondial. Mais si on le met dans les flops, c'est par rapport aux attentes. Pas de grand chelem, des gros matchs perdus face à Sinner et Alcaraz où il ne fait pas la différence, des finales ou des demi où il craque encore dans les moments clés. Et niveau classement, il ne progresse plus vraiment. Il reste haut, mais ne passe pas les caps symboliques du grand chelem. Pour 2026, la question c'est, est-ce qu'il va rester le gars toujours là, mais jamais numéro 1, ou est-ce qu'il va se transformer dans des grosses semaines en titre majeur? Pour l'instant, 2025 ressemble quand même à une année de stagnation. Jack Draper, les amis. Oui. Et lui, c'est vraiment un cas 2 saisons en une. Alors, je parle de lui, j'étais pas obligé, et ça me regarde personnellement dans mon classement. Pourquoi je le mets? Parce que j'ai d'énormes ambitions pour Jack Draper, notamment lorsque je l'ai vu jouer sur le début de saison. J'adore son coup droit, j'adore son physique, il se déplace bien. Globalement, j'étais vraiment assez époustouflé de son jeu, et j'avais vraiment hâte de le voir sur la suite de la saison. Donc, pour résumer, 2025, il démarre très fort, avec de gros résultats en indoor et sur dur. Une victoire en ATP 500 à une stabilisation dans le top 10, top 15. On parle d'un bilan global autour de 40 victoires pour un peu plus de 25 défaites. Mais la fin d'année est compliquée et c'est là où ça me déçoit. Il ne confirme pas, multiplie les défaites prématurées et redescend au classement, plutôt hors le top 10 que le top 5 qu'on imaginait pour lui. Pour 2026,
Tout va dépendre de sa capacité à tenir physiquement sur une saison complète et à mieux gérer la pression quand il est favori. Le potentiel est selon moi énorme, mais 2025 se termine clairement sur une note de flop par rapport à ce qu'il avait lancé en début d'année. Francis Tiafoe, on passe à lui maintenant et c'est une vraie mauvaise saison. Son bilan est plutôt négatif pour un joueur de ce niveau avec environ une vingtaine de victoires pour plus de 25 défaites. Un manque total de continuité, très peu de grosses perfs et des sorties en début de tournoi beaucoup trop fréquentes. Au classement, il glisse vers la 30e place mondiale alors qu'il était, il n'y a pas si longtemps, bien installé plus haut. Pour 2026, il va falloir une vraie remise en question, retrouver l'intensité, l'envie et peut-être un ajustement dans son staff. Il a le talent, mais il ne peut plus se permettre une saison comme 2025 s'il veut rester une référence. Parlons de Andrei Rublev maintenant, parce que là aussi, la sensation générale sur l'année 2025, c'est une déception. On est sur une saison autour de 35 victoires pour à peu près 20 défaites, sans gros titres marquants, avec en plus quelques défaites très dures à encaisser, notamment contre des jeunes comme Fonseca, précédemment évoqué, qu'il élimine dès son entrée en lice à l'Open d'Australie. Au niveau du classement, il passe de top 5 à un joueur qui se retrouve plutôt autour de la 16e place mondiale. Ça reste très fort, mais pour un joueur qui a déjà remporté des Master 1000 et au candidat à un grand chelem, c'est clairement un cran en dessous. Pour 2026, tout dépendra de sa capacité à varier un peu plus son jeu et à ne pas exploser mentalement dans les gros moments. Sinon, il risque de rester coincé dans ce no man's land entre la 10e et la 20e place. Pour Daniil Medvedev maintenant, sa saison 2025 n'est pas si catastrophique en chiffres bruts. On est sur 40-45 victoires pour un peu plus de 20 défaites. Mais Daniil, c'est clairement en dessous des standards. Il n'est plus dans la bagarre directe pour le numéro 1, perd plus souvent contre des jeunes comme Tien, et il finit l'année autour de la 13e place mondiale alors qu'il était encore dans le top 5 il n'y a pas si longtemps. Sur l'impact au classement, c'est la première fois depuis longtemps qu'on ne le voit plus comme candidat constant à chaque grand chelem. C'est plutôt maintenant considéré comme un outsider dangereux. Et ça change tout. Pour 2026, il y a deux scénarios. Soit il fait une grosse année de réponse face à un comeback, et revient dans le top 5, soit il s'installe durablement entre la 8e et la 15e place, en mode très bon joueur, mais plus patron du circuit. Voilà pour mon bilan des tops et flops de l'année 2025. D'un côté, on a des joueurs comme Alcaraz, Sinner, De Minaur, Tien, Fonseca qui tirent le circuit vers le haut, qui progressent, qui gagnent des titres et des places au classement. Et de l'autre, on a des joueurs comme Tsitsipas, Tiafoe, Rublev, Medvedev, Draper, qui sans excuse majeure de blessure ont soit stagné, soit franchement reculé. Maintenant, c'est à toi de jouer dans les commentaires. Est-ce que tu es d'accord avec ces top flops? Qui as-tu ajouté dans les tops? Qui tu aurais mis dans les flops? N'hésite pas à me donner ton avis et à bientôt sur la chaîne.